Elle a ri quand je lui ai dit de ne pas danser avec lui, mais elle a réalisé trop tard que je ne plaisantais pas. Elle a ri. C'est la première chose dont je me souviens clairement. Pas la musique, pas l'odeur de lavande et de champagne dans l'air, ni même la façon dont ma chemise me collait à cause des nerfs et de la sueur. Juste son rire, court, aiguisé, comme une petite lame habillée de parfum. Je m'étais penché et je lui avais dit, ne danse pas avec lui. Elle s'est reculée, a souri comme si j'étais un enfant perdu, et a ri. Puis elle s'est retournée et a dansé avec lui quand même. Je n'ai pas crié. Je ne lui ai pas attrapé le poignet ni fait de scène. Je suis juste resté là, figé, à les regarder bouger sous les lumières comme s'ils étaient dans un film pour lequel on ne m'avait pas choisi. Elle dansait comme ça avec moi, autrefois. Le temps qu'elle regarde par-dessus son épaule, j'étais déjà en train de partir. Elle a cru que je bluffais. Elle ne savait pas que je venais de jeter mon téléphone dans le lac derrière la salle de réception. Elle ne savait pas que j'avais laissé la clé de notre appartement dans son sac à main plus tôt dans la journée. Elle ne savait pas que j'avais réservé un billet de bus aller simple sous un faux nom il y a 3 semaines. Elle pensait qu'elle jouait à un jeu. Elle n'avait aucune idée que j'étais déjà sorti du jeu. Je n'avais pas prévu de disparaître comme un mari de feuilleton. Ce genre de choses ne fonctionne que dans les histoires, n'est-ce pas? Mais, à vrai dire, je m'effaçais depuis longtemps, mentalement, émotionnellement, et même financièrement. Cette nuit-là n'a pas été une crise. C'était une sortie silencieuse. Et d'une certaine manière, ça a fait plus mal. Je ne les ai pas vus terminer leur danse. Je ne suis pas resté pour voir si elle le suivait pour prendre un verre ou s'il lui chuchotait quelque chose d'habile à l'oreille. J'ai simplement dépassé le buffet, descendu l'allée de gravier et rejoint la route principale, comme un homme qui serait directement de la carte. Je n'ai même pas pris ma veste. Et croyez-moi, cette veste était importante. Elle me l'avait offerte il y a 3 Noëls avec une carte qui disait « Pour que tu aies toujours l'air de quelqu'un qui mérite d'être regretté ». C'est drôle comme certains cadeaux vieillissent comme du lait. L'arrêt de bus était à 10 miles, mais la marche ne m'a pas dérangé. À chaque pas, la musique derrière moi devenait plus faible. Les voix s'estompaient. La douleur dans ma poitrine, non, mais au moins elle n'augmentait pas. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je pourrais. Je pensais qu'il y aurait ce grand moment d'effondrement, une chute cinématographique au bord de la route. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'était une quiétude lourde et dense, comme si j'avais retenu ma respiration pendant 2 ans et que je n'expirais que maintenant. Le billet était au nom de Wade Callen, un nom que j'avais trouvé sur une vieille étiquette d'expédition au travail et que j'avais décidé d'emprunter sans raison réelle, sauf qu'il ne me ressemblait pas. J'avais ouvert un nouveau compte en ligne des mois auparavant. J'y avais viré de petites sommes petit à petit pour qu'elle ne s'en aperçoive pas. Juste assez pour partir sans avoir besoin de revenir. Ni riche, ni libre, mais parti. Je ne lui ai pas laissé de mots. Je ne lui ai pas envoyé de dernier message, mais j'ai laissé quelque chose derrière moi. Voyez-vous, elle gardait une petite boîte en bois dans son tiroir à chaussettes. C'était une de ces choses de style ancien avec un double fond où elle cachait des notes, des reçus, des photos, des babioles sentimentales. Je ne sais pas si elle pensait que je l'ignorais ou si elle supposait simplement que je ne regarderais jamais, mais j'avais vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Et la semaine dernière, quand elle est partie à sa retraite de yoga, j'ai remplacé ce qu'elle y gardait par quelque chose de mien. Une lettre et une photo. La photo était d'elle et du type de son bureau, le même avec qui elle parle à peine, mais avec qui, d'une manière ou d'une autre, elle a 3 selfies différents sur son téléphone, tous sous des angles différents et avec son rouge à lèvres fraîchement appliqué. La lettre n'était pas pleine de colère, juste honnête. J'ai écrit « Tu as ri quand je t'ai demandé de ne pas le faire ». C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Pas de menaces, pas de drame, juste de la clarté. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment je savais qu'elle regarderait. Comment je savais qu'elle remarquerait même mon départ. La vérité, c'est que je ne le savais pas. Honnêtement, je n'en étais pas sûr. C'est à ce point que nous en étions arrivés. J'étais devenu un bruit de fond dans sa playlist. Mais une partie de moi espérait quand même que lorsqu'elle rentrerait à l'appartement et trouverait la boîte, cela la secouerait. Non pas parce que je voulais me venger, j'avais dépassé ce stade depuis longtemps, mais parce que je voulais qu'elle me voie enfin, même s'il était trop tard. Il s'avère que cela la secouait plus que je ne l'avais prévu. 2 jours plus tard,
j'étais dans un motel miteux avec des lumières clignotantes et des murs si fins qu'on pouvait entendre quelqu'un se brosser les dents à 2 portes de là, quand mon téléphone, le prépayé que j'avais acheté ce matin-là, a vibré. Numéro masqué, un seul message, mais qu'est-ce que tu as fait? Sans nom, sans contexte, mais je savais qui c'était. Elle avait enfin ouvert la boîte et elle avait enfin réalisé. Je ne bluffais pas. Quand son message est apparu, j'ai fixé l'écran plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est tout ce qu'il disait. Pas de « s'il te plaît ». Pas de « rentre à la maison ». Pas de « je suis désolé ». Pas même un nom. Ce n'était pas le message d'une femme à qui son mari manquait. C'était le message de quelqu'un qui essayait de nettoyer un gâchis qu'elle ne s'attendait pas à faire. Au début, je n'ai pas répondu. Je l'ai juste laissé là pendant que je fixais le ventilateur de plafond fissuré du motel qui tournait en cercle lent et fatigué. J'aimerais dire que je me suis senti puissant. Que pour une fois, j'avais le dessus. Mais honnêtement, tout ce que je ressentais, c'était de l'épuisement. J'avais passé les 6 derniers mois à la regarder disparaître. Un rire, une excuse, une nuit tardive à la fois. Ce n'était que la conséquence. 5 heures ont passé. Puis un autre texto. Appelle-moi, s'il te plaît. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. J'ai failli rire. Moi? Ne pas comprendre? J'avais compris plus qu'elle ne le savait. Je comprenais comment elle avait cessé de chercher ma main quand nous marchions. Je comprenais pourquoi son téléphone ne la quittait jamais, même sous la douche. Je comprenais la façon dont elle s'était figée cette fois où je lui avais demandé si elle m'aimait encore et qu'elle avait répondu « Pourquoi faut-il toujours que tu sois si dramatique ?» Je comprenais trop bien. Mais quelque chose dans ce deuxième message était différent. Il y avait de la peur, pas de la culpabilité, pas de regret, de la peur. J'ai appelé. Elle a décroché à la première sonnerie, à bout de souffle. Corwin, Dieu merci. Quoi? Où es-tu? Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence s'installer juste assez longtemps pour qu'elle le comble. Tu es parti. Tu es vraiment parti. Et la photo, cette photo, où l'as-tu eue? La voilà. La question qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle ne s'inquiétait pas pour moi. Elle s'inquiétait pour lui. Je me suis appuyé contre le mur, écoutant un couple se disputer dans la chambre d'à accent grave côté. Pourquoi est-ce que ça a de l'importance d'où je l'ai eu? Ai-je demandé, aussi calme que possible. Je pensais que tu lui parlais à peine. Elle est restée silencieuse un moment. Trop longtemps. Puis, Corwin, ce n'est pas ce que tu crois. Cette photo est vieille. Elle date de la fête de l'entreprise au printemps dernier. Il était saoul. C'était juste une blague. Alors, tu prends des selfies aguicheurs avec des collègues saouls pour plaisanter. Maintenant, plus de silence. Puis quelque chose lui a échappé des lèvres qui a complètement changé la donne. Il est marié. J'ai senti la température de la pièce chuter. Quoi? Elle l'a chuchoté maintenant, comme si quelqu'un pouvait écouter. Jason, le type sur la photo. Il est marié. Si cette photo sort, sa femme. Elle est instable. Tu ne comprends pas. Elle soupçonnait déjà quelque chose. Et Corwin, s'il te plaît. Où d'autre l'as-tu mise? Je ne savais pas si je devais rire ou jeter le téléphone à travers la pièce. Elle n'a même pas nié la liaison. Sa première préoccupation était la gestion des dégâts. C'est là que j'ai compris. La panique n'était pas parce que je lui manquais. Ce n'était pas parce qu'elle réalisait qu'elle nous avait brisés. C'était parce qu'elle avait peur que quelqu'un d'autre le découvre. Tu n'as pas le droit de faire tourner ça autour de lui, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Tu as fait ton choix. J'ai fait le mien. Tu as dansé avec lui devant tout le monde. Tu m'as laissé là, planté comme un étranger. C'est cette nuit-là que tu as tracé la ligne. J'ai simplement choisi d'arrêter de la franchir. Corwin, s'il te plaît, a-t-elle répété, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai entendu sa voix se briser. Mais ses larmes ne m'intéressaient pas. Pas encore. Peut-être jamais. J'ai raccroché.
Puis j'ai sorti l'enveloppe préaffranchie que j'avais préparée des semaines plus tôt et j'y ai glissé une copie de la photo, adressée non pas à Dana, mais à la femme de Jason. Je n'attendais rien après avoir déposé l'enveloppe dans la boîte aux lettres bleues devant un dollar s'avère sur la route 6. Je ne suis pas resté là à la fixer comme si c'était un grand moment de cinéma. Je n'ai rien murmuré de dramatique ni serré la mâchoire comme un héros de film d'action. J'ai simplement fermé le couvercle, reculé, et je me suis senti vide. Mais pas ce genre de vide sans espoir. Pas le vide désespéré et déchirant que je traînais depuis des mois. Non, c'était différent. C'était le genre de silence qui vient après que quelque chose s'est fissuré et a finalement laissé entrer la lumière. Jusqu'à ce moment, je n'avais été rien de plus qu'un fantôme dans ma propre vie, hantant ses routines, m'attardant derrière les portes de notre mariage, prétendant ne pas remarquer qu'elle m'avait exclu de chaque recoin de son cœur. Cette enveloppe, cette stupide petite photo dans cette stupide petite boîte, c'était la première chose que j'avais faite qu'elle ne pouvait pas ignorer, déformer ou transformer en malentendu par la manipulation. Je suis retourné au motel et je me suis endormi avec mes chaussures. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas rêvé d'elle. Pas d'image brisée de Dana riant aux blagues d'un autre. Pas de flash de cette robe rouge tourbillonnant sous les lumières. Juste l'obscurité, la quiétude. Quand je me suis réveillé, le soleil était déjà haut et j'avais 12 appels manqués d'un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai marché jusqu'au dîner de l'autre côté de la route, j'ai commandé l'assiette d'œufs et de pommes de terre rissolées la plus grasse qu'ils avaient, et je me suis assis près de la fenêtre en faisant semblant de lire un journal local qui avait au moins 3 jours. J'étais à mi-chemin de ma 3e recharge de café quand mon téléphone a finalement sonné à nouveau. Le même numéro. Sans nom. Je l'ai laissé vibrer 1 fois, 2 fois. Puis j'ai décroché. Corwin Barnes ? A demandé une voix de femme. Calme, posée, mais froide. Pas Dana. Qui demande ? Une pause. Je suis Élise. La femme de Jason. Je jure que mon cœur s'est arrêté net. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle appelle. Je pensais qu'elle le confronterait peut-être, lui crierait dessus, casserait quelques trucs et disparaîtrait dans le drame. Je ne pensais pas qu'elle me retrouverait. J'ai reçu votre lettre, a-t-elle dit. Merci. Je n'ai rien dit. Qu'y avait-il à dire ? Je le savais, a-t-elle continué. Je savais que quelque chose n'allait pas. Il était toujours trop prudent, trop préparé. Mais votre photo, c'était comme voir quelqu'un arracher un masque qu'il portait depuis des années. J'avais juste besoin de cette preuve pour lâcher prise. Pourtant, je suis resté silencieux. Une partie de moi ne faisait pas encore confiance. Puis elle a ajouté, vous devriez savoir qu'il est parti. Ça a attiré mon attention. Il a fait une valise la même nuit. Il n'a même pas lutté. Il a dit qu'il était fatigué de faire semblant, que Dana le faisait se sentir vivant. Sa voix s'est légèrement tordue sur ce mot. Vivant. J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était exactement le même mot que Dana avait utilisé avec moi une fois quand je l'ai supplié de m'expliquer ce qui avait changé entre nous. Il me fait juste me sentir plus vivante. Je l'avais regardé mourir dans mes bras pendant des mois, et je ne le savais même pas. Vous n'êtes pas le seul à avoir perdu quelque chose, a finalement dit Élise. Mais peut-être que maintenant, nous avons tous les deux une chance de recommencer. Je ne savais pas si je le croyais. Je ne savais pas si je croyais encore en quoi que ce soit. Mais je l'ai remercié et j'ai raccroché. Et puis mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était Dana. Je ne voulais pas répondre. Vraiment, vraiment pas. Mais la curiosité a une façon de perdre les hommes comme moi. Les hommes qui ont passé trop de temps à s'accrocher à des fantômes. J'ai décroché. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas supplié. Elle n'avait même pas l'air en colère. Elle a juste dit, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Et puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé jusqu'à la moelle. Il n'est pas celui que tu crois. Et maintenant? Maintenant il vient te chercher. La ligne a coupé après qu'elle l'ait dit. Il vient te chercher. J'ai regardé mon téléphone comme s'il venait de se transformer en une bombe à retardement dans ma main. Mon premier réflexe a été de le prendre à la légère, un peu dramatique, mais ensuite je me suis souvenu du ton de la voix de Dana. Ce n'était pas théâtral.
Ce n'était même pas de la colère. C'était de la peur. Et pas de la peur pour elle-même. De la peur. De la peur pour moi. Je me suis assis dans cette chambre de motel poussiéreuse, les rideaux tirés contre le soleil de fin d'après-midi, essayant de décider si j'étais juste en train de devenir paranoïaque à nouveau, comme elle me disait toujours que je l'étais, ou si cette fois, j'avais finalement sous-estimé le mauvais homme. J'avais passé des mois focalisés sur Dana, sa distance, sa trahison, ses mensonges. Mais je ne me suis jamais arrêté pour considérer le type avec qui elle m'avait trompé. Jason avait toujours été le visage flou en arrière-plan, le collègue souriant, le gars qui dansait un peu trop près, riait un peu trop fort, et savait exactement comment rester juste dans les limites de la dénégation. Mais maintenant, il n'était plus flou. Je l'ai cherché sur Google. Ça n'a pas pris longtemps. Jason B. Harrelson, vice-président des opérations dans une entreprise de logistique technologique de taille moyenne. Quelques mentions dans la presse, un profil LinkedIn qui semblait avoir été retouché à la perfection. Pas de réseaux sociaux, aucun. C'était bizarre. Encore plus bizarre, son nom complet est apparu dans un forum dont je n'avais jamais entendu parler, un forum de discussion niché dans un coin obscur d'Internet, enfoui sous des fils de discussion avec des titres comme « Le contrôle secret dans les cultures d'entreprise » et « Survivant de la manipulation anonyme ». Et il était là, un message datant de 3 ans. Si le nom de votre mari est Jason Harrelson, fuyez. Il n'est pas ce qu'il semble. J'ai une ordonnance restrictive. Je vérifie encore les serrures toutes les nuits. Il y avait des réponses aussi. Des douzaines, des gens posant des questions, d'autres intervenant avec des avertissements vagues, des histoires fragmentées sur des menaces chuchotées, des tactiques d'intimidation, du chantage émotionnel. Rien de concret, mais assez pour avoir l'impression que quelqu'un venait de faire s'effondrer le sol sous mes pieds. J'ai fait défiler jusqu'à ce que mon pouce soit engourdi. Il n'y avait pas de photos, pas de documentation légale, juste une montagne croissante de peur dans des voix anonymes. J'ai essayé de rappeler Dana. Pas de réponse. J'ai texté, « Qu'est-ce que tu veux dire par il vient me chercher ? De quoi parles-tu ? » Pas de réponse. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis dans le coin de la chambre de motel, le téléphone dans une main, le seau à glace du motel dans l'autre, comme une arme absurde. Chaque craquement à l'extérieur me faisait sursauter. Je n'arrêtais pas de rejouer chaque interaction que j'avais eue avec Jason, qui en vérité n'était que 2. Mais dans les 2, il y avait cette chose dans ses yeux. Je ne pouvais pas la nommer à l'époque, mais maintenant je l'appellerais du calcul. Comme s'il regardait 2 échiquiers à la fois et souriait parce qu'il savait déjà comment les 2 parties se termineraient. À 2h41 du matin, quelqu'un a frappé à ma porte. Pas un coup sec. Juste 2 coups lents et délibérés. Je me suis figé. Ma poitrine s'est bloquée. Le silence qui a suivi était encore pire. J'ai attendu, respirant à peine. Puis un deuxième coup. Plus fort. Même schéma. 2 coups lents. Je me suis glissé à la fenêtre, en restant bas. J'ai écarté le rideau d'1 pouce à peine. Personne. Mais par terre, soigneusement appuyée contre le cadre de la porte, se trouvait une enveloppe pliée. Sans nom, sans étiquette, juste une bande de ruban adhésif noir la maintenant fermée. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai juste regardée, le cœur battant, la gorge sèche. Mon instinct me hurlait de la brûler, de la laisser, de la jeter dans la benne à ordures la plus proche et de ne jamais regarder en arrière. Mais ma curiosité autodestructrice de toujours, l'a emporté. À l'intérieur, il y avait 2 choses. Une photo de moi assis dans le dîner en face du motel hier matin, seul, lisant le journal, et un mot. 4 mots griffonnés d'une écriture nette et en majuscules. Tu n'aurais pas dû l'avertir. Je n'ai pas dormi. Pas après l'enveloppe. Pas après avoir lu ces 4 mots encore et encore, comme s'ils pouvaient changer si je clignais des yeux assez longtemps. Tu n'aurais pas dû l'avertir. Je n'arrêtais pas de vérifier la fenêtre toutes les 10 minutes. J'ai poussé la commode contre la porte vers 4h30 du matin. J'ai même laissé la lumière de la salle de bain allumée, comme un enfant paniqué dans un film d'horreur. Il ne s'agissait plus de la photo. Il s'agissait de ce qu'elle impliquait, du timing, de la précision, du fait que quelqu'un avait été assez proche de moi sans que je le sache pour prendre cette photo et la livrer sans faire de bruit.
On ne se contentait pas de me suivre. On m'étudiait. Quand le soleil s'est enfin levé, j'ai fait mes bagages en quelques minutes. J'ai rendu la chambre au motel avec un signe de tête poli au réceptionniste, qui n'a même pas levé les yeux de ses mots croisés. Je ne lui ai rien dit. Qu'est-ce que j'allais dire? Que je pensais que l'amant de mon ex-femme me harcelait parce que j'avais envoyé une photo à sa femme. J'ai loué une voiture différente sous un nom différent et j'ai conduit jusqu'à ce que le voyant d'essence clignote. Je n'ai même pas regardé la carte. J'ai juste continué à avancer. Plus je m'éloignais de ce motel, plus ma tête se calmait, jusqu'à ce que je m'arrête à une station-service dans une ville qui semblait n'avoir pas vu de foule depuis 1992. Je me suis assis sur le parking et j'ai pensé à rappeler Dana. Et pour une raison quelconque, je l'ai fait. Cette fois, elle a décroché mais n'a pas dit bonjour. Tout ce que j'ai entendu, c'est une respiration douce. Le genre de respiration qu'on entend quand quelqu'un a quelque chose à dire mais ne sait pas par où commencer. Il ne va pas s'arrêter, a-t-elle finalement chuchoté. Il ne le fait jamais. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Ai-je demandé, agrippant le volant comme s'il pouvait m'ancrer. Parce que je pensais que je pouvais le gérer, a-t-elle dit, la voix tendue. Il n'a pas toujours été comme ça. Il était charmant, doux, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Au moment où j'ai réalisé ce qu'il était, j'étais déjà trop impliqué. Il ne se contente pas de casser des choses, Corwin. Il les étudie d'abord. Il trouve où elles sont les plus faibles, puis il appuie. Et tu as amené ça dans notre vie, ai-je dit, plus stupéfait qu'en colère. Je ne pensais pas que ça t'atteindrait, a-t-elle admis. Tu as toujours été inoffensif. Ça a fait plus mal que tout. Inoffensif. Elle ne l'a pas dit méchamment, mais c'est arrivé comme une gifle. J'étais l'espace d'où elle rentrait. Le paillasson. L'option sur qu'elle gardait sous la main pendant qu'elle dansait au bord du feu. M'as-tu jamais aimé? Ai-je demandé, sans même plus savoir pourquoi. Elle n'a pas répondu et je n'ai pas reposé la question. À la place, je me suis enregistré dans un motel différent, un avec des caméras, un avec un vrai verrou. Je suis resté à l'intérieur, les rideaux tirés, le téléphone éteint, et j'ai commencé à écrire tout ça. Tout, de la nuit du mariage au moment où j'ai trouvé l'enveloppe à ma porte. Mais la partie la plus étrange, c'est qu'en écrivant, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas vu avant. Jason m'observait depuis plus longtemps que je ne le pensais. Il y avait une photo dont je me souvenais, datant de mars. C'était une photo que Dana avait prise lors de son dîner d'anniversaire dans un bar sur un toit. Juste nous deux assis à une table, elle souriant à l'appareil photo pendant que je versais le vin. Quand elle me l'a montré, j'ai fait remarquer à quel point l'angle était étrange. Je pensais que tu avais utilisé un retardateur, avais-je dit. Elle avait souri, haussé les épaules et dit, un type m'a aidé. Je lui ai demandé rapidement. J'ai retrouvé cette photo dans mes archives cloud, j'ai zoomé, et là, dans le reflet de la balustrade en verre derrière nous, il y avait une silhouette floue dans un manteau beige tenant un téléphone. Jason. Il était là cette nuit-là. Pas avec nous, pas par accident. Observant, filmant. Je ne sais pas ce qui m'a le plus effrayé, le fait qu'il avait déjà commencé à me suivre à l'époque, ou la prise de conscience que Dana le savait et ne me l'a tout simplement pas dit. Ce n'était plus une liaison. C'était un coup monté, et j'étais tombé droit dedans. Je ne pouvais plus fuir. Pas parce que j'étais courageux. Loin de là. J'étais épuisé. Chaque chambre de motel sentait la même chose. Chaque parking ressemblait au précédent. Je n'arrêtais pas de me réveiller en pensant entendre des bruits de pas dehors ou le léger frottement d'une manche de manteau frôlant ma porte. Le visage de chaque inconnu se tordait en une version du sien. Je n'avais pas vécu depuis des semaines. Je m'étais juste caché. Et puis je me suis souvenu d'elle. Élise, la femme de Jason. Elle m'avait appelé une fois. Froide, distante, presque robotique, comme si elle avait été vidée de tout sentiment depuis longtemps. Mais il y avait eu quelque chose dans sa voix aussi. De l'acier. Le son d'une femme qui ne tremblait plus. Même quand elle aurait dû. J'avais encore son numéro. Je l'avais fixé une douzaine de fois depuis cette nuit-là, toujours hésitant sur le bouton d'appel, sans jamais appuyer. Je n'étais pas sûr de vouloir des réponses, une vengeance, ou juste quelqu'un d'autre avec qui avoir peur. Mais ce matin-là,
j'ai finalement appelé. Elle a répondu avant la deuxième sonnerie. Corwin. Juste mon nom. Pas de surprise. Pas de banalité. Tu n'es pas en sécurité, a-t-elle dit immédiatement, comme si elle s'attendait à mon appel. Je suppose que tu l'as compris maintenant. J'ai besoin de tout savoir, ai-je dit. Depuis le début. Qui il est vraiment, ce qu'il a fait, jusqu'où ça va. Il y a eu une pause. Puis, d'une voix que je ne peux décrire que comme chirurgicale, elle a dit, rencontrons-nous en personne. Je ne parle plus au téléphone. Pas quand il s'agit de lui. 3 heures plus tard, j'étais assis en face d'elle dans un café miteux au coin d'une ville oubliée sur la route 12. Élise n'avait pas l'air d'une victime. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui avait traversé l'enfer. Elle avait l'air de quelqu'un qui avait appris à y vivre. Elle a commandé un thé. Je n'ai rien commandé. Pendant la première minute, nous nous sommes juste regardés. Tu penses qu'il te veut mort? A-t-elle finalement dit. J'ai hoché la tête. Tu te trompes. J'ai cligné des yeux. Il ne te veut pas mort, a-t-elle continué. Il te veut silencieux. Il veut que tu disparaisses si complètement que ton nom ne devienne rien de plus qu'une note de bas de page dans l'histoire de Dana, un souvenir qu'elle ne prend même pas la peine de modifier. On dirait que c'est une routine, ai-je marmonné. Ça l'est, a-t-elle dit. Tu n'es pas le premier. C'est laquelle m'a tendu le dossier. À l'intérieur se trouvaient des emails imprimés, des notes, des captures d'écran, des noms complets de personnes dont je n'avais jamais entendu parler. L'un était un homme nommé Terence Lowe, un ancien stagiaire. Une autre était une femme nommée Miador, répertoriée comme travailleuse temporaire. Tous deux avaient des liens avec les anciennes entreprises de Jason. Tous deux avaient disparu de LinkedIn, étaient devenus invisibles en ligne, on n'a plus jamais parlé d'eux. Il choisit des gens qui ne se défendent pas, a expliqué Élise. Des gens qui demandent la permission, qui attendent, qui espèrent que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Et quand ce n'est pas le cas, ils se brisent en silence. Je n'ai rien dit. Je n'avais pas à le faire. Elle savait qui j'étais avant même que je m'assoie. Elle a fait glisser une dernière photo sur la table. Jason, assis dans un box, le même dîner où j'avais mangé après avoir quitté le motel. Devant lui se trouvait un journal. Derrière lui, une serveuse, prise en plein mouvement. Il souriait, mais pas à l'appareil photo. À la personne qui prenait la photo. Ça date d'hier, a-t-elle dit. Et non, je ne l'ai pas prise. Le sang a quitté mon visage. Alors qu'il a fait? Je ne sais pas, a-t-elle dit doucement. Mais ça veut dire qu'il a des gens qui l'aident. Il en a toujours. Des gens qui lui doivent des faveurs ou, pire, des gens sur qui il a quelque chose. Pourquoi m'aides-tu? Ai-je finalement demandé. Pourquoi maintenant? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Parce que tu es la première personne qui s'est défendue. Tu n'es pas seulement parti. Tu l'as exposé. Tu as prévenu quelqu'un. C'est une ligne rouge pour lui. Et si tu survis à ça, peut-être que d'autres le feront. Je me suis adossé, stupéfait, engourdi. Puis elle s'est penchée en avant, la voix basse. Il ne reste qu'un seul endroit. Il ne te suivra pas. J'ai haussé un sourcil. Chez toi, a-t-elle dit. Pas ton appartement partagé. Pas ta vieille vie. Ta maison, là où tu as grandi, où personne ne la connaît. Personne ne le connaît. Va là-bas. Ne prends que ce qui compte. Reste silencieux. Fais profil bas. Et ensuite? Ai-je demandé. Élise a souri. Un sourire froid et brutal. Ensuite, on retourne le jeu contre lui. J'ai quitté ce café la main tremblante, avec un dossier plein d'informations dangereuses et une destination à laquelle je n'aurais jamais pensé retourner. Ma ville natale. Élise avait raison. Il ne s'agissait pas seulement de disparaître. Il s'agissait de disparaître quelque part où il ne pourrait pas déformer l'histoire, ne pourrait pas s'insinuer dans la vie des gens avec son charme et ses mensonges. La ville où j'ai grandi n'était pas glamour, un lieu d'après-midi lent et de porches poussiéreux, mais elle était réelle. Elle était à moi. Je suis resté hors réseau. Pas de carte, pas d'enregistrement. Je n'ai même pas gardé le même téléphone.
J'ai recommencé à écrire. Pas ces fragments de journal que je tapais dans des chambres de motel sombres, mais quelque chose de structuré, des preuves propres. J'ai commencé à documenter tout ce que j'avais appris, tout ce qu'Élise m'avait dit, tout ce que Dana avait essayé de nier. J'ai fait des copies. Je les ai sauvegardées. Je les ai données à des personnes de confiance, au cas où. Et puis je les laissais partir, elles, le besoin d'être compris par quelqu'un qui ne me voyait que comme un remplaçant. La douleur de demander la loyauté à quelqu'un qui pensait que mon amour était quelque chose de jetable. J'ai arrêté de regarder par-dessus mon épaule. J'ai arrêté de sursauter aux numéros inconnus. J'ai arrêté de me demander si j'aurais pu la sauver de lui, ou d'elle-même. Les semaines ont passé, pas de visite, pas d'appel téléphonique, pas d'enveloppe manille. Et un jour, Élise a envoyé un message. Court et direct. Il s'est complètement tu. Tu as réussi. Apparemment, Jason avait démissionné de son poste dans l'entreprise. La rumeur s'est répandue sur des irrégularités, des audits internes et des plaintes au RH rouvertes par d'anciens employés anonymes. Élise avait été prudente, assez pour n'utiliser mes preuves que lorsqu'elles ne pouvaient pas être retracées jusqu'à moi. Elle l'a fait tomber de la bonne manière, pas avec les poings ou la vengeance, mais avec la vérité, avec la révélation, et elle s'est assurée que je reste à l'écart des débris. Dana. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Pas une seule fois. Mais parfois, c'est aussi ça, la conclusion. Aujourd'hui, je vis dans un petit endroit en bordure de la ville. C'est calme, simple, mais l'air semble de nouveau pur. Et j'ai enfin commencé à vivre au lieu de simplement survivre. Et si vous regardez encore ceci, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour prouver que vous avez été lésé. Parfois, s'éloigner est la victoire, surtout quand il ne s'attendait jamais à ce que vous vous releviez. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a ému, choqué, ou vous a rappelé quelque chose que vous avez vécu, dites-nous dans les commentaires quel moment de l'histoire vous a le plus touché. Et si vous avez déjà quitté quelque chose qui vous détruisait lentement, vous êtes plus fort qu'ils ne vous en ont jamais donné le crédit. À la prochaine histoire.